Le 26 mai 2013, il est 4h30 du matin dans le golfe de Guinée. La nuit est noire, la mer est en colère. À 32 km au large de la côte d'Escravos au Nigeria, 3 remorqueurs tractent un immense pétrolier de la compagnie Chevron. 2 d'entre eux se plaquent contre les flancs du mastodonte pour assurer sa stabilité et le 3e tire seul l'essentiel du poids. C'est le Jackson 4, un remorqueur robuste, propriété de la société West African Ventures, basée au Nigeria. À son bord, 12 membres d'équipage. L'un d'eux s'appelle Harrison Ojegba Okene, il a 29 ans, il est nigérien, il est le cuisinier de bord. À 4h30, Harrison se réveille dans sa cabine, le navire roule fort, la mer est mauvaise, mais ça, ce n'est pas nouveau. Les eaux du golfe de Guinée sont rarement calmes et Harrison Okene a depuis longtemps appris à dormir dans le vacarme des tempêtes. Néanmoins, il se lève et déverrouille sa porte. Sur le Jackson 4, il existe une règle absolue: porte verrouillée quand on se couche. La piraterie est une menace réelle dans ces eaux et personne ne discute cette règle. Harrison regarde dans le couloir, toutes les portes sont fermées. Il se dirige vers les toilettes, il entre, il referme la porte derrière lui. Dans 3 jours, il sera en congé, si tout se passe bien. Mais bien entendu, rien ne va se passer bien, sinon il ne ferait pas le sujet de ce récit de l'ombre. Bienvenue à Récit de l'ombre. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas à commenter sans spoiler et à partager, ça fait du bien à la chaîne. Maintenant, revenons à notre Harrison Okene. Il est maintenant 4h50. Et à 4h50 précise, une vague scélérate frappe le flanc du Jackson 4 avec la force d'un mur de béton. Alors, une vague scélérate, c'est une vague isolée qui surgit sans prévenir. Elle est 2 à 3 fois plus haute que les vagues qui l'entourent et elle a une face quasi verticale. C'est pas une pente douce que le navire peut gravir, c'est vraiment un mur d'eau. Et elle peut apparaître par mer calme, par tempête, n'importe quand, et on ne sait toujours pas les prédire aujourd'hui. Donc, la vague frappe le bateau, le câble de remorquage principal se rompt, le navire bascule sur le côté, se retourne et il coule vite, terriblement vite. À l'intérieur des toilettes, Harrison est projeté d'une cloison à l'autre dans un vacarme de métal. L'obscurité est totale et il ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Tout ce qu'il peut voir, c'est que l'eau commence à entrer sous la porte métallique, elle monte et elle plaque Harrison contre la paroi. Il pousse de toutes ses forces contre le flot qui s'engouffre, la porte finit par s'ouvrir et il sort dans le couloir. Mais le couloir n'est plus un couloir. Le navire s'est retourné, Harrison se retrouve debout sur ce qui était le plafond quelques secondes auparavant. L'eau continue à monter de partout. Devant lui, 3 de ses camarades ont réussi à sortir de leur cabine verrouillée. Ils courent vers la sortie de secours en criant. Ils les regardent. Une vague intérieure les saisit et les projette à travers une fenêtre. Ils disparaissent dans le noir. Harrison le sait aussitôt. Ils sont morts. Le courant flanche, les lumières s'éteignent et maintenant il est dans le noir total et une nouvelle masse d'eau dévale le couloir, emporte Harrison et le projette violemment dans une pièce qu'il ne voit pas. Il cogne des murs, des objets. Il ne sait même pas ce que sont ces objets. Son instinct lui dit une seule chose: remonte, trouve de l'air. Il nage vers le haut et sa tête finit par crever une surface. Il respire. Il est dans une poche d'air. Le Jackson 4 vient de toucher le fond de l'Atlantique. Il est 30 mètres sous la surface. Le navire repose là, retourné dans le silence des profondeurs. Harrison Okene est debout dans l'eau glacée, en caleçon, pas de chaussures, pas de lumière, pas de nourriture, pas d'eau potable. Il lui reste une poignée de mètres cubes d'air.
Il réalise où il se trouve. Ce sont les toilettes de la cabine de l'ingénieur en second. Ces toilettes communiquent avec la cabine elle-même par une porte ouverte. Une porte que Harrison ne peut pas fermer. Elle est coincée. Son corps entier est dans l'eau. Sa moitié inférieure est totalement exposée à tout ce qui peut nager dans ce couloir, tout ce qui peut nager dans ce navire retourné. Il commence à réciter un psaume. Sa femme le lui avait envoyé par SMS avant le départ pour cette mission. Il le récite lentement, dans le noir, en attendant de mourir, parce que il est persuadé qu'il va mourir. La seule question, c'est pas s'il va mourir, mais comment il va mourir. Est-ce que ça va être l'hypothermie, ou la déshydratation, le dioxyde de carbone, les requins? En fin de compte, il n'a que l'embarras du choix, mais quelque chose en lui refuse. Cette volonté de vivre qui surgit sans s'annoncer, qui n'obéit pas à la raison, arrive. Il réfléchit. Il entend des chocs sourds contre la coque extérieure, des corps massifs qui cherchent des points d'entrée. Puis, il entend des bruits à l'intérieur. Ils ont trouvé un passage. Les requins. Il se cogne contre les cloisons dans le noir, quelque part dans le navire, et Harrison O'Kenney est là, les jambes dans l'eau noire, sans aucune protection. Harrison O'Kenney prend une grande inspiration et plonge dans le noir absolu. Il nage à tâtons dans la cabine de l'ingénieur en second. Il cogne des choses en chemin. Il pense que certaines d'entre elles sont des corps. Il ne peut pas le savoir. Ses mains tâtonnent les parois. Elle trouve des panneaux de revêtement, il arrache ce qu'il peut, il revient, sa tête crève la surface et il respire, puis il repart. Il effectue plusieurs allers-retours, toujours dans l'obscurité totale, toujours avec les requins quelque part dans le navire. Il rapporte des planches, des débris, tout ce qu'il saisit et il construit sa plateforme de fortune, une forme de marche qui lui permet de hisser son torse hors de l'eau glacée. Dans la cabine, ses mains tâtonnent encore et trouvent autre chose. 2 gilets de sauvetage, 2 lampes de poche, une combinaison de travail, une canette de cola et une boîte de sardines. Il allume une lampe, il mange les sardines, il boit son cola à petites gorgées, il ménage sa lumière. Il sait que à 30 mètres sous la surface, des plongeurs vont être envoyés pour récupérer les corps. Si l'un d'entre eux descend jusqu'au Jackson Fall, peut-être qu'il le trouvera vivant. C'est mince, très mince, mais c'est quelque chose. Il déchire sa combinaison de travail en lanière et il en fait une corde qu'il fixe entre sa poche d'air et la cabine, une forme de fil d'Ariane pour ne pas se perdre dans le noir lors de ses prochaines plongées. Il ne sait pas encore si ces plongées seront nécessaires. D'ailleurs, en fin de compte, il ne sait pas encore grand-chose. Il attend. Puis, 2 catastrophes arrivent en même temps. Sa lampe de poche s'éteint et, dans la cabine de l'ingénieur, de l'autre côté de sa porte ouverte, les grandes créatures marines entrent. C'est le noir total. Il y a des bruits à quelques mètres. Essayez d'imaginer. Vous êtes à 30 mètres de profondeur, vous êtes dans un navire retourné et coulé, vous n'avez pas dormi, vous avez faim, vous avez soif, le froid vous ronge depuis des heures, votre lampe vient de s'éteindre, vous êtes dans l'obscurité totale, des crustacés s'en prennent à votre peau et à quelques mètres de vous, de l'autre côté d'une porte que vous ne pouvez pas fermer, un requin mange les corps de vos camarades. Pendant 36 heures, Harrison O'Kenney reste là, dans le noir, à écouter et à entendre. 36 heures. Les heures vont continuer à s'égrener jusqu'à la 60e heure. Et à la 60e heure, Harrison O'Kenney perçoit quelque chose. Un bruit contre la coque extérieure du navire, un bruit régulier, métallique, délibéré, des coups de marteau. Ce sont des plongeurs. Il nage à tâtons vers un distributeur d'eau qu'il a repéré plus tôt, il le trouve, il arrache le filtre et il frappe à son tour contre la paroi métallique. Fort, régulièrement, boum, 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 en espérant que quelqu'un de l'autre côté l'entendra, puis il retourne à sa poche d'air.
Et là, à travers l'eau du couloir, dans l'obscurité, quelque chose, lui, il y a une lueur, elle est infime, mais c'est une lueur. Et à 30 mètres de profondeur, dans un navire coulé, il n'existe aucune source de lumière naturelle, aucune, c'est donc un plongeur. Harrison prend une grande inspiration et plonge dans le couloir. Ce couloir où les requins rôdent depuis 2 jours. Il nage vers la lueur, il manque d'air, il ne la trouve pas. Il rebrousse chemin. Sa tête crève encore une fois la surface dans sa poche d'air. Il respire et il se dit qu'il a sûrement halluciné. Et puis, dans le noir, il voit un plongeur qui vient de passer devant lui. Harrison tend la main et saisit la main du plongeur. Il sait qu'il va lui faire peur parce que ce plongeur est venu chercher des morts, pas des vivants. Bien entendu, le plongeur a peur, il relâche sa prise, il agite lentement les doigts en direction de la caméra qui est fixée sur le casque du plongeur. Le plongeur passe la tête dans la poche d'air, allume sa lampe frontale et découvre un homme en vie. À la surface, Tony Walker, chef d'équipe de la société néerlandaise DCN Diving, suit l'opération en direct sur un écran depuis le navire de commandement. Ces plongeurs sud-africains ont déjà remonté 4 corps, personne n'attend de survivants d'ailleurs, et quand Walker voit une main se tendre sur l'écran, il croit d'abord à un autre cadavre, puis la main saisit la main du plongeur et Walker comprend. Alors, la suite n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, parce qu'après 60 heures à 30 mètres de profondeur, le sang d'Harrison O'Kenney a absorbé des quantités massives d'azote. Le remonter directement à la surface le tuerait, donc les plongeurs lui fixent un casque de plongée sur le visage, ils le prennent par les mains et le guident dans le couloir jusqu'à la cloche de plongée. C'est un caisson pressurisé qui va lui permettre de rejoindre le navire de surface sans variation brutale de pression. Harrison perd d'ailleurs connaissance pendant le transfert, mais il survit. Arrivé à bord, on l'installe dans un caisson de décompression pendant 3 jours. C'est le temps qu'il faut pour que son organisme se débarrasse de l'azote qui l'empoisonne. Et c'est comme ça et c'est à ce moment, en fin de compte, que Harrison O'Kenney apprend la vérité. Sur les 12 membres d'équipage du Jascon, et non pas Jackson, comme je l'ai dit jusqu'ici, du Jascon 4, ou Jascon 4, les plongeurs ont remonté 10 corps. Le 12e, nul ne l'a jamais retrouvé. Harrison O'Kenney, cuisinier de bord, est donc le seul survivant. Mais l'histoire ne se termine pas là. La suite de cette histoire tient peut-être du prodige autant que la survie elle-même. 1 an après le naufrage du Jascon 4, la voiture d'Harrison O'Kenney bascule d'un pont et plonge dans l'eau. Il s'extrait du véhicule, remonte à la surface et réalise que son ami qui était avec lui dans la voiture est toujours à l'intérieur. Il regarde l'eau et il se pose une question à voix haute. Qu'est-ce qui peut encore te faire peur ? Et il replonge et sauve son ami. En 2015, malgré les cauchemars qui reviennent chaque nuit, malgré l'état de stress post-traumatique qui ne le lâche pas, Harrison O'Kenney prend une décision que personne autour de lui comprend. Il s'inscrit à une formation de plongeur commercial. Il retourne sous l'eau. Il affronte ses peurs l'une après l'autre. Et le jour de l'obtention de sa certification, celui qui lui remet son diplôme est le plongeur qui l'a trouvé vivant au fond de l'Atlantique, 60 heures après le naufrage du Jascon 4. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à affronter ses peurs. Merci de m'avoir vu et de m'avoir écouté. C'était Récit de l'ombre. Je vous retrouve bientôt pour un autre récit. Au revoir.